Nous allons passer maintenant à la suite de notre programme. Je vous propose un voyage fascinant. Un voyage fascinant autour de l'intelligence artificielle. Autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec une perspective unique qui soulève une question essentielle. L'IA est-elle notre allié indispensable ou est-ce une illusion parfois inutile ? C'est la question telle que va l'aborder notre speaker, M. Badreddine Oueli, qui est acteur majeur de l'écosystème tech en Tunisie et à l'international. Il se penche sur cette question dans une conférence qui défie les idées reçues. Avec son regard critique, pour lequel il est très connu, mais également éclairé, il va nous amener à nous interroger sur l'usage et la pertinence de l'intelligence artificielle dans nos vies. Il nous invite à réexaminer les promesses et les limites de cette technologie qui redéfinit notre époque. L'IA, de l'indispensable à l'inutile, promet d'être une présentation qui ne va pas vous laisser indifférent en démêlant le mythe de la réalité. Badreddine Oueli, sous vos applaudissements. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir ici, merci de me donner cette opportunité devant cette présence importante et très qualifiée. Alors je sais que dans ce forum, vous avez eu déjà des gens extrêmement compétents en intelligence artificielle qui sont des producteurs et qui sont des pionniers, et je n'ai aucune prétention à être en concurrence. Je suis un consommateur de l'intelligence artificielle et non pas un producteur. Néanmoins, comme si je devais paraphraser le trésorier de l'association des DSI du Niger, ça fait longtemps que je ne suis pas vierge dans ce secteur. Il se trouve que j'ai eu la chance, pendant mes études, de suivre des formations en intelligence artificielle. Ça remonte, j'ai été diplômé de 86, donc ça vous laisse une idée de combien cette technologie, dans beaucoup de ses formes, est ancienne. Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'opportunité, au moins à 3 reprises, d'être confronté à des projets majeurs d'intelligence artificielle. Dans les années, fin des années 80 et début des années 90, j'ai dirigé une compagnie qui faisait des réseaux de neurones pour faire de l'arbitrage entre le Deutschmark et le dollar. À l'époque, il y avait encore le Deutschmark. Et c'est un outil qui a permis à la banque, pour qui on l'a fait, de gagner beaucoup d'argent la première année et d'en perdre beaucoup la deuxième année. Et donc après, ils ont arrêté le projet. Mais en tout cas, c'était une expérience assez enrichissante. J'ai également travaillé en tant que président d'une compagnie d'assurance qui s'appelle l'AMI Assurance, dont je vais vous parler de cette expérience, où j'ai eu l'occasion de mettre en place des outils d'intelligence artificielle, et je vais vous dire pourquoi. Et enfin, comme toutes les sociétés informatiques d'aujourd'hui, j'ai piloté la transformation intelligence artificielle de Vermeeg, et je vais m'en inspirer pour quelques expériences. En tout cas, mon propos aujourd'hui, de tricher et de faire un slide. Et dans ce slide, vous êtes obligé de m'écouter parce que l'histoire, vous ne pouvez pas deviner ce que je vais raconter. Enfin, j'espère. Alors, je pense qu'on est tous devant l'intelligence artificielle un peu dubitatif, un peu surpris, un peu sonné, un peu déstabilisé. D'habitude, quand il y a une technologie qui sort sur le marché, on nous laisse le temps de la découvrir. Il y a des séminaires, il y a des papiers de recherche. Au début, ça commence à petite échelle dans un laboratoire. Et on a le temps. On a le temps. Maintenant, je crois que l'intelligence artificielle nous a pris tous de vitesse, que nos enfants sont en train de l'utiliser, alors que nous, on n'a pas encore eu le temps de comprendre ce que ça fait. Et nous sommes un peu jetés dans une réalité où l'intelligence artificielle n'est pas simplement une promesse ou une technologie de demain, c'est une réalité d'aujourd'hui. Alors, je me suis dit, parce qu'on est tous confrontés au même problème, ce que je vais essayer de faire, c'est vous dire des expériences vécues, là où, à mon sens, ou à mon humble expérience, ça a très bien marché, et au contraire, on ne peut pas faire sans. Et là où c'est très utile et ça permet de gagner du temps et des efforts, et là où c'est encore une promesse
qui va peut-être se réaliser ou pas se réaliser. Alors, je vais démarrer par la première expérience, je l'ai mise là, c'est l'AMI. Et donc, la compagnie AMI Assurance avait des problèmes financiers très sérieux, sinon je pense qu'ils ne m'auraient pas invité à bord. Et les problèmes de cette compagnie, on peut les résumer en quelques mots. C'est une compagnie qui était exposée à plus de 95% de son chiffre d'affaires dans l'automobile. Donc une exposition presque monométier. Le hic, c'est que la part de marché de l'AMI dans l'automobile était de 16% dans les primes, c'est-à-dire 16% des primes du marché étaient versées à l'AMI Assurance. Malheureusement, la part de marché des accidents était de 32%. Donc quand vous avez 16% de part de marché des rentrées et vous avez 32% de part de marché des sorties, ça pose de légers problèmes. Et finalement, quand on est confronté à un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans des entreprises en difficulté, il y a des recettes magiques. On coupe les charges, on coupe les coûts, on fait attention aux abonnements téléphoniques, on enlève les journaux. Toutes ces recettes traditionnelles que tous les restructurateurs d'entreprises en disant « on va faire attention aux charges », elles ne marchent pas. Parce qu'on ne peut pas cesser de payer les accidents, on ne peut pas cesser de rembourser les gens. Et donc, du coup, cette idée, elle ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait marcher? Ce qui pourrait marcher, c'est d'avoir une boule de cristal dans laquelle, quand un client se présente, on peut regarder dans cette boule de cristal et dire cette personne est susceptible de faire des accidents. Si on a cette boule de cristal, alors on peut acquérir que des clients qui ne font pas d'accidents. Et même, ce n'est pas assez, il faut aussi se tourner vers nos clients existants et aller chercher ceux qui, quand bien même ils n'ont jamais fait de bêtises, ils n'ont jamais bu au volant, ils n'ont jamais utilisé leur téléphone portable, et ils n'ont pas fait une belle querelle avec leur femme tout en conduisant, même ces gens-là, il fallait leur dire « dehors », parce que vous avez un profil dangereux. Aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, l'AMI a opté pour des programmes d'intelligence artificielle qui permettent de profiler, c'est ça le mot-clé, profiler les clients, de manière à ce que les prospects dangereux ne puissent pas arriver et de manière à ce que les clients existants mais qui ont un potentiel de danger puissent partir. Donc, je vous passe la facilité d'expliquer ça aux autorités de l'assurance ainsi qu'aux employés et aux agents généraux de l'AMI qui ont des habitudes de travail et des habitudes de contrôle et qui vont poser des questions. Par exemple, si Badreddine, vous êtes assureur, la réponse est non. Ah, est-ce qu'il y a une compagnie d'assurance dans le monde qui a fait son assainissement avec l'intelligence artificielle? Non. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire ça. Bon. Alors, ce qu'on a mis en place, on a mis 2 ans et demi à le mettre en place, parce que vous connaissez la chanson, la base de données de l'AMI n'était pas designée pour profiler les clients de l'AMI, mais pour des obligations réglementaires, pour des obligations de paiement. La base de données n'est pas forcément, parfois le nom et le prénom sont collés, parfois il y a le nom mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et vous savez très bien qu'au volant, nous les hommes on ne fait jamais d'accident, on ne boit jamais au volant, on ne fait pas de choses, alors que les femmes sont extrêmement dangereuses, surtout quand elles ont leurs enfants. Bref, donc le genre est absolument important, et donc il y a une phase de nettoyage de données qui est importante, il y a une phase ensuite de faire marcher les modèles. Alors, quand vous êtes confronté à un problème de vie ou de mort, parce que notre compagnie était confrontée à un sujet de vie ou de mort, en faisant 16% de part de marché de primes, 32% de part de marché d'accidents, le précipice était à nos pieds.
nous avons opté pour plusieurs compagnies et non pas une seule. Donc la façon traditionnelle de travailler, cher ami DSI, c'est de faire un appel d'offres et de prendre le mieux disant. Nous, on a fait des consultations et on a pris tout le monde. Donc on a pris tout le monde parce que il fallait trouver une solution et on n'allait pas prendre le risque qu'une personne ne trouve pas la réponse. Alors, 2 ans et demi après, je ne vais pas être très très long, mais notre part de marché a régressé. Donc nous sommes passés de 16% de part de marché des primes à 14%, de 16 à 14%, mais notre part d'accidents est passée de 32% à 11%. Donc ça a été absolument magique, absolument magique. Bien sûr, ça a mis 2 ans et demi parce qu'il y a une transformation. Bien sûr, ça a mis 2 ans et demi parce que les clients existants, on ne peut pas les sortir tout de suite. Ils ont déjà payé leurs primes, sinon voilà. Mais ça a été d'une efficacité absolument redoutable. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à des sujets de profiling de clients, de profiling de collaborateurs, qui sont les clients qui ne vont pas rembourser leur crédit? Qui sont les gens qui vont faire des accidents? Qui sont les gens qui vont être les plus profitables et les moins profitables? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est la seule technologie disponible pour pouvoir faire ça. Et donc aujourd'hui, dans la série indispensable, l'intelligence artificielle n'a pas d'équivalent. Et encore, nous sommes au début du chemin et avec le temps, elle sera de plus en plus efficace et ces résultats qu'on a obtenus, on pourrait en obtenir probablement de meilleurs. Donc ça, c'est la première expérience que je voulais partager avec vous. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est la formation. Donc il se trouve que dans ma vie, je suis confronté à de la formation, que ce soit dans ma vie associative ou dans ma vie professionnelle. Malheureusement, l'essentiel de ce qui est disponible dans les formations est dans des langues que nos collaborateurs, que nos jeunes ne comprennent pas nécessairement. Et quand ils les comprennent, l'accent de celui qui parle, la vitesse à laquelle il parle, ne permettent pas de saisir toutes les nuances de ce qui est fait. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu dire par Babel. Nous avons un outil miraculeux qui permet de traduire du russe en swahili, qui permet de faire ça en temps réel, qui permet vraiment d'accéder. Tout à coup, vous étiez prisonnier de votre langue avant, vous étiez prisonnier de votre culture, et tout à coup, quelqu'un lève le rideau, et le monde entier devient accessible en articles, en formation, en training, en test, à vous. Ce qui était absolument inaccessible, je pense que on se connaît bien, enfin en tout cas moi j'ai 61 ans, donc je peux faire des aveux que je ne pouvais pas faire avant. C'est plus facile de lire le français bien sûr, c'est plus facile de lire quelque chose avec lequel on a grandi, avec lequel on a appris. Et quand il s'agit de lire ou d'écrire quelque chose en anglais, on va le faire demain, on va le faire ce week-end, on va le faire la semaine prochaine. Et tout à coup, tout ce monde de connaissances nous devient immédiatement disponible. Et donc on n'a plus besoin d'acheter que des choses en français, on n'a plus besoin d'acheter que des choses en anglais. Tout ce qui est disponible aujourd'hui peut être traduit en temps réel et avec une excellente qualité de compréhension. Bien sûr, ce n'est pas la panacée, bien sûr, il y a des ratages, bien sûr, il y a des barbarismes, il y a des mots, il y a des contresens, mais globalement, nous avons ça qui est à notre accès. Donc, dans la série indispensable, aujourd'hui, j'ai cité que 2 exemples que j'ai vécus personnellement, mais vous en connaissez bien d'autres, bien sûr. Vous voyez que les appareils photo pour repérer, faire la différence entre ma belle-mère et le chien, ils y arrivent très très bien. Moi, j'ai plus de mal, mais voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est extrêmement sophistiquée et arrive à faire vraiment des choses exceptionnelles. Alors, je vais pas être très très long, je vais passer à un sujet où les choses... Donc dans ces 2 cas-là, il n'y a pas d'alternative à l'IA, dans les 2 exemples que j'ai cités, le profiling et la traduction. Il n'y a pas d'alternative. En revanche, il y a d'autres sujets où il y a des alternatives à l'IA, mais l'IA est extrêmement, extrêmement performante. Alors, la première chose, c'est, j'ai mis Bouddha. Alors Bouddha, je n'ai pas l'intention de vous convertir. Moi-même, je souffrirai beaucoup à être converti en quoi que ce soit.
En revanche, je voulais traduire par ça la sagesse. La sagesse. Aujourd'hui, dans nos entreprises, nous avons, et moi je suis le premier représentant de ça, des vieux croutons, des gens qui sont là depuis des décennies et qui savent, parce qu'ils ont connu des incidents, ils ont connu des cas qui se sont passés il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ah oui, bien sûr, il y a 25 ans, il y a eu un tremblement de terre et ce jour-là, voilà ce qu'on a fait et ça a marché et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, dans nos entreprises, nous avons des hommes et des femmes sages qui ont la connaissance et qui sont indispensables et qu'on ne peut pas produire facilement. Et donc, quand on a à encadrer des jeunes, quand on a à former, quand on a à résoudre des problèmes, on revient à ce goulot d'étranglement qui sont un nombre réduit de personnes sages. Alors, les personnes sages ont beaucoup d'attraits. Nous, en Afrique, on dit une personne sage, une vieille personne, c'est une bibliothèque, c'est un trésor. Ces personnes sages ont beaucoup d'atouts et d'attraits, mais ils ont un gros inconvénient, c'est que c'est des conservateurs qui ne veulent pas changer. Et donc, lorsque vous les positionnez dans votre organisation, ils vous amènent la sagesse, mais ils vous amènent d'une inertie incroyable et une adoption des nouvelles technologies et une capacité de changer qui est, allez, je vais être poli, assez limitée. En tout cas, quand j'entends mes enfants parler de moi, ils n'utilisent pas ces termes-là de assez limité. Ils disent vieux crouton, complètement dépassé, et je passe tous les autres noms d'oiseaux. Bon, ils le disent dans mon dos, hein, pas en face de moi. Aujourd'hui, avec des outils d'intelligence artificielle, on peut digérer l'ensemble des incidents qu'il y a eu dans une entreprise, l'ensemble de ces documents. Et l'intelligence artificielle est capable de trouver des problèmes similaires, des problèmes qui ne sont pas trop éloignés et de vous proposer toutes les solutions qui ont été tentées. Et donc, dans nos sociétés, nous avons des bases de données énormes d'incidents, de problèmes, de coupures d'électricité. L'intelligence artificielle est non seulement capable de digérer et de comprendre, mais est capable de faire des liens que jamais on n'aurait fait entre des types d'incidents et de nous faire des propositions auxquelles nous, on n'aurait absolument jamais pensé. Et donc, dans tous nos services clients, nos services après-vente, nos bases d'incidents, nos bases de connaissances, aujourd'hui, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle, vous avez une réponse immédiate et à peu près à 80% exacte, ce qui est un score inouï, parce que même les sages chez nous, leur score est beaucoup plus modeste. Et vous avez des pistes de recherche, donc l'intelligence artificielle ne vous donne pas une réponse, comme les sages chez nous, qui sont fiers de leur savoir et qui, du haut de leur splendeur, disent « il faut faire comme ça ». L'intelligence artificielle est plus modeste et propose des solutions principales et des alternatives. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans nos organisations, va nous faire gagner, nous fait gagner beaucoup de temps et d'argent. Le deuxième aspect de cette activité-là, c'est l'activité que j'appelle souffleur. Donc, nous sommes dans le forum des DSI, donc nous avons beaucoup de codes, nous avons beaucoup de documentation technique, etc. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable de se substituer à nos développeurs, n'est pas capable de se substituer à nos techniciens pour écrire du code, pour le tester et pour le documenter. Aujourd'hui, à l'heure où moi je vous parle, as far as I know, ce n'est pas possible. En revanche, nous, on a un mot en tunisien qu'on appelle tanbir, qui est souffler à l'oreille et suggérer des choses. Vous savez, nous, on a, parce que nous sommes une économie extrêmement développée, on a toujours des personnes qui jouent et beaucoup plus de personnes autour qui font des propositions et des suggestions, y compris à la télé, quand les gens jouent, ils disent « fais comme ça, donne la passe à un tel », etc. Alors, l'intelligence artificielle fait ça extrêmement bien. Donc aujourd'hui, lorsqu'on programme, aujourd'hui, lorsqu'on teste, aujourd'hui, lorsqu'on documente, aujourd'hui, lorsqu'on veut savoir un programme qui a été écrit il y a 25 ans par quelqu'un qui est déjà parti, qu'est-ce qui fait ce programme? L'intelligence artificielle répond à ces questions et souffle des réponses. Elles ne sont pas parfaites,
elles ne sont pas précises, mais elles permettent de gagner beaucoup de temps. Et très souvent, il y a peu de changements qu'un humain doit faire pour que la solution soit bonne. Et donc aujourd'hui, probablement, dans l'industrie dans laquelle j'ai l'honneur de travailler depuis plusieurs décennies, il y aura une opportunité de gain de temps, de productivité, de time to market et une hécatombe également à la clé. Mais aujourd'hui, je pense que si je devais faire une prédiction, à production égale, on pourrait travailler avec entre le tiers et 20% de l'effectif que l'on possède aujourd'hui dans cette chaîne DevOps entre la fabrication, les tests, la documentation et la livraison. Alors, bien sûr, j'ai dit que c'était vraiment utile, mais ce n'est pas indispensable. On peut faire ça par des humains, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, ils font grève, ils sont fatigués, ils sont de bonne humeur, ils sont de mauvaise humeur, ils coûtent de l'argent, ils ont des enfants malades, ils ne viennent pas au bureau. Alors l'intelligence artificielle n'a pas réussi, malgré tout son développement, à faire des enfants, et que ces enfants aient un peu de température, donc ils sont toujours au bureau, ils ne connaissent pas l'Aïd ni le jour de l'an, et finalement, il y a un apport extraordinaire de ces technologies aujourd'hui à des entreprises comme les nôtres et à des équipes comme les nôtres. Alors, maintenant, il y a aussi des secteurs où c'est encore une chimère, ou pas encore... donc si je pose une question en disant est-ce que l'architecture de mon logiciel est bonne ou pas bonne? Est-ce que mon algorithme est efficace ou pas efficace? Est-ce que ma documentation est compréhensible et claire? L'intelligence artificielle est assez stupide pour donner des résultats. Mais ces résultats sont modestes, voire médiocres. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est assez démunie dans des secteurs où son avis est quand même proposé, où les gens tentent de l'utiliser. Et finalement, essayons pour conclure, de se dire quel est le différenciateur entre les endroits où l'intelligence artificielle est extrêmement efficace et les endroits où l'intelligence artificielle est assez pauvre en efficacité. Je pense qu'il y a, disons, 3 grands critères pour lesquels on est à peu près certain que l'intelligence artificielle va marcher. Et dans tous les autres cas, c'est plus laborieux. Le premier critère, c'est le nombre de cas. Donc l'intelligence artificielle n'aime pas les petits comités, n'aime pas la vie de couple à 2 ou à 3. L'intelligence artificielle aime les foules. Il faut qu'on ait des milliers, des dizaines de milliers, des millions de cas. Et donc, quand il s'agit par exemple de profiling, à l'AMI, on avait des bases de centaines de milliers sur l'histoire de l'AMI, de dossiers, de voitures. Et donc, on était capable de donner des éléments à la machine et de vérifier le résultat. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour la proposition de code, vous savez très bien que l'intelligence artificielle, comment elle a appris? Eh bien, il y a quelqu'un qui a offert un coffre-fort de code source. Gratuitement, les gens ont mis tout leur code dans le coffre-fort de code source et puis ils ont fait tourner l'intelligence artificielle dessus, et c'est ça la force de suggestion de l'intelligence artificielle, parce qu'elle a appris sur un nombre extrêmement grand de cas. Le deuxième critère, c'est d'avoir déjà des résultats pour un certain nombre de ces propositions et de pouvoir, d'une certaine façon, sélectionner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que quand l'apprentissage de l'intelligence artificielle est orienté, il est de meilleure qualité que quand il est spontané. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui. Donc, si vous pouvez étalonner votre intelligence, et du coup, le nombre de cas est vital, parce qu'il vous faut un immense nombre de cas pour étalonner avant de pouvoir l'appliquer sur de nouveaux cas. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on partage la population de données en deux.
une sur laquelle l'intelligence artificielle apprend et l'autre sur laquelle on vérifie qu'elle ne s'est pas gourée et qu'elle donne des résultats de bonne qualité. Et enfin, la troisième, c'est vous. C'est vous. Parce que l'intelligence artificielle fait des propositions qui n'ont aucun sens si on ne les interprète pas. Donc par exemple, quand on a fait à l'AMI, et je ferme le cercle, on a essayé de voir qui faisait le plus d'accidents, et ben on a trouvé qu'il y avait une marque de voiture, Chevrolet, qui avait beaucoup plus d'accidents que les autres et qui présentait beaucoup plus de sinistres que les autres. Bon, donc on est allé regarder dans les bases d'automobiles, etc. Est-ce que Chevrolet, dans le monde, est une voiture pourrie? Chevrolet n'était pas plus pourri que les autres, et la qualité des voitures Chevrolet dans le monde est aussi bonne que les autres voitures. Mystère, n'est-ce pas? Mystère. En réalité, donc, du coup, on a appelé quand même les vieux sages, parce que les vieux sages avec des cheveux blancs, ça peut être utile. Et les vieux sages, ils ont dit « Ah oui, mais Chevrolet, c'est la voiture la moins chère du marché, et les loueurs clandestins l'utilisent. Donc, sous couvert de location de tourisme, en fait, c'est des loueurs professionnels, c'est des loueurs cachés qui font ça. Et bien sûr, les voitures de location ont plus d'accidents que les autres voitures. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas les sages qui interprètent les suggestions, vous pouvez discriminer les femmes, vous pouvez discriminer les hommes, vous pouvez discriminer les blancs ou les noirs, vous pouvez discriminer les habitants du Sud versus le Nord, parce qu'il n'y a pas eu l'interprétation correcte de ces données. Et donc aujourd'hui, encore, l'homme reste la clé pour que l'usage de l'intelligence artificielle soit efficace. Je vous remercie. Et merci à vous, Badreddine Oueli. Merci beaucoup, merci. Il vient vous voir, malheureusement, avec le petit retard qu'on a pris, il a un engagement, il a carrément un avion dans 1h30. J'espère que, voilà, on va pas trop bousculer son programme. Merci encore une fois, Badreddine Oueli, pour cette keynote. C'est un use case assez intéressant. Il n'a pas parlé des chiffres. Moi, ils sont pas publics, donc j'aurais voulu qu'il parle des chiffres, mais c'est une grande prouesse ce qui a été réalisé. C'est une très grosse perte à 7 chiffres en millions de dinars et à 8 chiffres, pardon, en millions de dinars. Et je parle pas de 30 ou 40 ou même 50 ou même 60, ou, bref. Et aujourd'hui, ils sont à plus à 7 ou 8 chiffres, donc en 4-5 ans. Donc, et une bonne partie du secret vient de le révéler Badreddine Oueli, parce que beaucoup de gens se posaient comment ça s'est fait. Et ben, c'était grâce à l'intelligence artificielle. Voilà un use case assez intéressant. Merci de l'avoir partagé publiquement, cher Badreddine Oueli.